La réflexion de Michel Foucault sur les normes va le conduire à formuler la notion de biopouvoir. Cette notion est présente dès le premier volume de son Histoire de la sexualité, c'est-à-dire dans La volonté de savoir, paru en 1976. Depuis la fin du XVIe siècle, le pouvoir politique était déjà de plus en plus constitué et théorisé comme un pouvoir souverain. Ce concept de souveraineté de l'État a été forgé par le légiste français Jean Bodin en 1576 et il s'est exporté. Comme le dit Foucault dans ses cours de 1975-76, le vieux droit de souveraineté implique un droit ultime de tuer les individus si la défense de l'État l'exige, faire mourir s'il le faut et sinon laisser vivre. Or, vers la fin du XVIIIe siècle, un autre enjeu est apparu. Un pouvoir exactement inverse, dit même Foucault, celui de faire vivre et de laisser mourir. En d'autres termes, l'État s'est mis à investir la vie des individus de part en part, pour reprendre encore une expression foucaldienne, à se mêler de nos vies biologiques, de notre santé notamment, de nos comportements en général jugés bons ou mauvais pour nous. C'est développer un intérêt non seulement pour la vie de l'individu, mais encore, et ce faisant, pour cette entité globale qu'est la population. Statistiques, santé publique, normes diverses, c'est tout cela, le biopouvoir. Et comme toujours chez Foucault, rien n'est jamais réductible aux politiques impulsées par l'État. Le biopouvoir est diffus, caractérisant tous les dispositifs de pouvoir présents dans la société. Bonjour Judith Revel. Bonjour. Vous êtes professeure de philosophie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste de l'œuvre de Michel Foucault. Vos travaux sur cette œuvre sont nombreux, ils sont précisés sur notre site. Et bonjour Daniel Borio. Bonjour. Vous êtes professeur de droit à l'université Paris-Ouest Nanterre-La Défense, très marqué par la pensée de Foucault que vous connaissez bien. Elle a compté pour vous, y compris dans vos activités militantes qui souvent touchent à des enjeux biopolitiques. On définira tout cela. Ainsi, vous êtes un ancien responsable de la direction juridique de AIDE, mouvement de soutien aux malades du sida. Je renvoie là encore à notre site pour toutes les précisions sur vos travaux et vous nous parlerez d'engagement actuel de votre part. Avec plaisir. Je compte sur vous deux pour nous préciser cette notion foucaldienne de biopouvoir et pour commencer notre analyse, la vôtre surtout, voici une archive du professeur Foucault, un extrait d'un cours du 17 mars 1976 où il évoque les évolutions historiques du pouvoir étatique. Bon, on pourrait dire ceci, tout s'est passé comme si les pouvoirs qui avaient, si vous voulez, comme modalité, comme schéma organisateur, la souveraineté, eh bien ces pouvoirs s'étaient trouvés inopérants pour régir le corps économique et politique d'une société en voie à la fois d'explosion démographique et d'industrialisation, si bien qu'à la vieille mécanique du pouvoir de souveraineté, beaucoup trop de choses échappaient à la fois par en bas et par en haut, au niveau du détail et au niveau de la masse. C'est pour rattraper le détail qu'une première accommodation a eu lieu, accommodation de mécanismes de pouvoir sur le corps individuel, avec surveillance et dressage. Ça a été la discipline. Bien sûr, ça a été l'accommodation la plus facile, la plus commode à réaliser. C'est pourquoi elle s'est réalisée le plus tôt, dès le XVIIe, début du XVIIIe siècle. Elle s'est réalisée à un niveau local, dans des formes, si vous voulez, intuitives, empiriques, fractionnées, et dans le cadre limité d'institutions comme l'école, l'hôpital, la caserne, l'atelier, etc. Et puis, vous avez eu ensuite, à la fin du XVIIIe siècle, une seconde accommodation, elle, sur les phénomènes globaux, sur les phénomènes de population, avec les processus biologiques ou biosociologiques des masses humaines, accommodation beaucoup plus difficile, car bien entendu, elle impliquait des organes complexes de coordination et de centralisation. Michel Foucault est très clair, comme souvent, Judith Revel. Le pouvoir étatique souverain a dû s'accommoder de cet immense territoire et de cette population qu'il contrôlait. Et donc, il y a, semble-t-il, deux étapes. D'abord, des stratégies disciplinaires. Ensuite, un intérêt pour la vie biologique des gens qui vivent dans cette population et sur ce territoire. Deux étapes. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce qu'est d'abord l'accommodement de type disciplinaire ? Alors, en réalité, je pense que ce qui est important de
de noter, on l'entend dans l'archive que vous venez de passer, c'est que Foucault dit il y a quelque chose comme un accommodement économique et politique, déterminé historiquement. Mais les raisons de cet accommodement sont économiques et politiques. Le pouvoir, vous l'avez rappelé, s'exprimait dans la forme de l'État souverain. Et puis, il mute en 2 étapes. Première étape, Foucault dit, par exemple, dans La volonté de savoir, XVIIe siècle. Deuxième étape, il est un peu imprécis, fin XVIIIe, début XIXe siècle. Et en réalité, ça correspond, alors il le dit dans d'autres textes, par exemple dans une série de conférences à Rio en 73, ça correspond, dit-il, à un changement dans la forme de la richesse. La richesse, c'était les titres, les terres, les privilèges et les fortunes. Et puis la richesse devient progressivement, et encore une fois, ce n'est pas une date, à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, quelque chose qu'on découvre comme producteur de richesse, et c'est le travail. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ce qui produit du travail, c'est-à-dire les corps physiques? Deux manières. Alors je reprends l'expression qu'il utilise dans Surveiller et punir en 75, donc un an avant l'archive qu'on vient d'entendre. Il faut accrocher les corps au travail. Et la manière d'accrocher les corps au travail, d'accrocher les corps individuels au travail, c'est ce qu'il va appeler les disciplines, pour obtenir ce qu'il appelle dans le même livre, des prestations productives. Donc il faut faire en sorte que les corps soient plus dociles, plus utiles et plus productifs. Et puis il y a une deuxième étape qui se surimpose à la première, elle ne remplace pas la première, qui est plus tardive historiquement. Souvent il dit que ça correspond d'abord en Angleterre, puis après en France, c'est un peu décalé à la révolution industrielle, et qui consiste à gérer non pas les corps un par un individuellement, procédés disciplinaires, dispositifs disciplinaires, mais à constituer ce qu'il va appeler des populations. Et souvent, comme souvent chez Foucault, les mots sont définis de manière un petit peu différente par rapport à la manière dont on les emploie dans le sens commun. Population, c'est pas la population nationale. Population, c'est, dit-il, un ensemble de vivants réunis sur la base de un ou plusieurs traits présentés comme naturels. Présentés comme naturels. Et donc, on va pouvoir gérer ces vivants qu'on considère comme formant un ensemble homogène de manière globale. Qu'est-ce que ça veut dire, présentés comme naturels? Alors, par exemple, je donne 2 exemples, un qui est pas tout à fait foucaldien et un qui est foucaldien. Un qui est foucaldien par extension, ça pourrait être de dire on va gérer, par exemple, les femmes comme un ensemble homogène de population, parce qu'elles présentent toutes physiologiquement quelque chose comme un utérus, et qu'on en dérive, par exemple, un certain nombre de comportements, par exemple l'hystérie. Deuxième exemple, on va gérer une population qu'on considère de manière naturalisée comme homogène, par exemple les classes laborieuses, classes dangereuses, parce que, pensez à Zola, ces populations, ces ensembles de vivants, possèdent un ensemble de tares qu'elles se transmettent de manière héréditaire. Pensez au rougon-macquart, l'alcoolisme, la violence, la nymphomanie, etc., etc., etc. Finalement, le naturalisme de Zola, c'est pas seulement une catégorie stylistique, c'est l'exploration d'un fond de naturalité chez des personnes qu'on regroupe comme des ensembles cohérents pour pouvoir les gouverner en tant qu'ensemble. Et le gouvernement des individus, les corps individuels, et le gouvernement des populations, ensemble de vivants homogènes, vont être les 2 grands, dit Foucault, les 2 grandes manières de gouverner les vivants. La seconde, le gouvernement des populations, la biopolitique des populations, c'est ce qui va intéresser Foucault parce que ça va déplacer le pouvoir du côté de toute une série de choses qui avaient été en réalité extérieures au rapport de pouvoir qui était considéré comme n'étant pas des enjeux. Par exemple la santé des populations, l'alimentation des populations, la démographie des populations, la sexualité, etc., etc. La question qui reste en suspens, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de gouverner des populations? Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que le recours à cette naturalité du vivant, elle n'est pas naturelle. On peut avoir recours à la naturalité, dire on veut gérer des populations sur la base d'un élément qu'on considère comme naturel, et ce geste-là est un geste politique, est un geste qui est un geste de gouvernement. On se réfère à la naturalité pour pouvoir gouverner. Merci, ce que vous avez dit est extrêmement précis. J'avoue que je comprends mieux, par exemple, pour ma part, hein, parce que c'est un point que je trouvais avant un peu confus, comment on passe de l'enjeu de la discipline des corps
à l'enjeu des vies biologiques, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une nature dont il faut s'occuper, un zoé en grec, n'est-ce pas, plutôt que bios, la vie, et qu'en réalité c'est complémentaire de la discipline imposée. Au fond, c'est complémentaire de ce que Foucault appelle l'état de police. À un moment, il faut créer un état de police, de discipline, et puis ensuite la biopolitique ou le biopouvoir. Pour vous aussi, Daniel Borio, c'est lié, ça s'articule l'un à l'autre? Oui, effectivement, ça s'articule l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté ce qu'on pourrait appeler donc un pouvoir anatomopolitique, et de l'autre côté vraiment donc un pouvoir qui s'exerce sur les populations. Et ce qui est intéressant pour moi en tant que juriste, c'est de pouvoir donc expliquer ces deux formes de pouvoir. On va revenir, je pense, sur la différence entre la loi et la norme. Oui. Mais pour commencer, pour qu'on puisse avoir une idée claire entre cette différence, que j'explique à mes étudiants dans les cours classiques de droit, parce que j'essaye de faire passer une idée qui ne soit pas du discours juridique classique, c'est de dire, imaginez qu'il y a donc une intelligence extraterrestre qui arrive à la planète et qui trouve le code civil. Et quand on ouvre le code civil, cette civilisation ne pourra jamais imaginer qu'il y a dans la planète des corps. Il y a une volonté, il y a une responsabilité, il y a une volonté qui engage donc d'autres volontés, il y a une responsabilité liée à la volonté, mais il n'y a pas de corps et il n'y a pas de désir. En revanche, si on tombe sur des manuels de puériculture ou des manuels d'hygiène, par exemple, au lieu du code civil, là, on va imaginer donc une planète qui sera peuplée de énormément de corps. Donc, c'est comme si... Donc effectivement, il y avait deux formes de représentation de l'humain. Une forme traditionnelle par le pouvoir souverain, qui est en droit constitutionnel les citoyens, en droit civil le sujet de droit, et qui donc a une caractéristique qui est effectivement une forme d'organisation et d'un rapport à soi hiérarchique, subordonné à un pouvoir qui s'exerce de l'extérieur, un pouvoir qu'on connaît très bien en droit, puisqu'effectivement on l'étudie dans la Constitution et on étudie même les contre-pouvoirs. En revanche, on ne connaît pas ce qui est comme pouvoir en dehors des corps institués, des institutions. Ça, on ne le connaît pas. C'est Foucault qui nous a appris à le connaître, nous juristes, puisque effectivement tout ce qui était de l'ordre du corps et de la biologie, c'était comme inférieur, c'était comme quelque chose qui ne relevait pas de l'étude des choses qui sont légitimes. Donc c'était quelque chose qui ne relevait pas de effectivement la relation qu'on peut avoir avec les pouvoirs et la manière dans laquelle on peut limiter les pouvoirs. Parce que ce qu'il faut dire, et parfois on ne le comprend pas très bien, c'est que ces deux formes de pouvoir coexistent. Il y a effectivement les biopouvoirs dans sa forme de pouvoir sur le corps et des pouvoirs sur les populations, qui est bien expliqué par Foucault. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il existe aussi une forme de pouvoir souverain qui est très pressant. N'en parlons pas de la guerre, bien évidemment. Imaginez-vous aujourd'hui la manière dans laquelle on exerce un pouvoir sur les corps. Ce n'est pas une manière subtile, ce n'est pas une manière capillaire, c'est vraiment une manière de confiscation des corps. Il existe une véritable confiscation des corps par le pouvoir souverain russe, par exemple, pour envoyer des soldats à la guerre. Ça, c'est un peu la souveraineté classique. Voilà, c'est la souveraineté classique. La raison d'État peut à un moment prendre votre vie. Absolument, absolument. Mais ça oui. coexiste avec le biopouvoir, voyez-vous. Oui. Et aujourd'hui, on voit apparaître... Donc, Foucault nous avait donné des lunettes tellement sophistiquées pour comprendre le biopouvoir. Et du coup, on se trouve avec la grossièreté du pouvoir souverain qui arrive avec des sabots. Et effectivement, on est surpris presque d'imaginer qu'on est dans des formes de pouvoir qui sont propres de la Première Guerre mondiale. Enfin, vous voyez, donc en dehors des guerres napoléoniennes, où on tue des gens, pour une entreprise d'accaparement de territoire, vraiment à l'ancienne. Et la population semble à disposition d'une certaine façon. Et il y a quelque chose qui dit Foucault qui est très intéressant dans cette conférence, donc Judith avait évoqué à Rio. C'est une conférence sur la médecine sociale où il dit « Le contrôle de la société sur les individus ne s'effectue pas seulement par la conscience ou par l'idéologie, assez intéressant, par l'idéologie, mais aussi dans les corps et avec le corps. »
Et justement, je pense qu'il y a là une différence entre ce qu'expliquait très bien Judith sur idéologie et naturalisation, c'est-à-dire le pouvoir souverain se présente comme une idéologie et assume la dimension idéologique, alors que le biopouvoir masque l'idéologie avec donc un déguisement scientifique, naturel, qui va de soi, qui est bien pour les corps de l'individu et qui s'impose pratiquement par un consentement tout à fait volontaire. Alors, la discipline, c'est vrai qu'elle renvoie un peu à d'autres travaux là-dessus, sur comment les corps se sont disciplinés. Effectivement, ça renvoie encore à cet âge classique qui intéressait tant Foucault, le XVIIe, puis une grande partie du XVIIIe siècle. Et par exemple, le sociologue Norbert Elias a montré comment il fallait acquérir, je crois que le mot est chez lui aussi, bien avant Bourdieu, beaucoup de gens ont employé ce mot, un habitus, une manière de se tenir, de se discipliner, y compris sur le plan corporel. Mais ensuite, il y a ce biopouvoir ou cette biopolitique. J'aimerais aussi que vous nous disiez le sens respectif de ces deux expressions, parce qu'il y a un autre texte de Michel Foucault dans ses cours, ceux de 1976, qui sont regroupés dans un volume chez Gallimard qui s'appelle « Il faut défendre la société », où Foucault ne dit pas seulement que l'intérêt pour les processus biologiques, c'est complémentaire de la discipline. Il dit aussi que c'est autre chose. En effet, il s'agit, par la biopolitique, je le cite, de prendre en compte la vie, les processus biologiques de l'homme-espèce et d'assurer sur eux non pas une discipline, mais une régularisation. Donc j'ai très bien compris l'articulation des deux. De la discipline, on passe à l'intérêt pour le corps biologique, mais en même temps, on ouvre un autre chapitre qui est un peu différent et qui est celui de la régularisation. Qu'est-ce que ça veut dire, Judith Revel? Alors, je pense que vous pointez une difficulté qui est une difficulté permanente quand on travaille sur Foucault et qui est la question de la périodisation. Je pense qu'il ne faut pas concevoir les biopouvoirs, le biopouvoir dit-il, puis les biopouvoirs, puis la biopolitique, et les termes sont à la fois synonymes et légèrement différents, comme une alternative ou comme quelque chose qui remplacerait les disciplines. Ça se surajoute. Et en même temps, vous avez parfaitement raison, c'est nouveau. Et c'est nouveau parce que c'est aussi décalé dans le temps par rapport aux disciplines. C'est-à-dire que ça intervient plus tard, fin plus tardivement. 18e, 19e, Oui, 19e. C'est en réalité, dit-il dans de nombreux endroits, en gros, on va dire ça en gros, le moment de l'industrialisation, de la première industrialisation. Alors, dans La volonté de savoir, par exemple, il dit le biopouvoir, alors là il dit le biopouvoir, a été à n'en pas douter un élément indispensable au développement du capitalisme. Celui-ci n'a pu être assuré qu'au prix de l'insertion contrôlée des corps dans l'appareil de production et moyennant un ajustement des phénomènes de production. Et finalement, si on se souvient de ça, on se dit les mécanismes, les procédés disciplinaires, c'est Charlot sur la chaîne de travail. C'est un corps individuel. Mais si on considère le biopouvoir ou les biopouvoirs, alors on a la gestion de ce qu'on va appeler à partir du 19e siècle la force de travail, qui est l'illustration la plus évidente du concept de population, c'est-à-dire cet ensemble de vivants réunis sur un élément physiologique. Encore une fois, c'est le corps vivant. Mais finalement, la force de travail, ce qu'on extrait de la force de travail du corps, c'est la force physique. Alors, bien entendu, et vous le disiez justement, c'est bio, c'est pas de zoé. Il n'a pas parlé de zoopolitique. Oui, alors que c'est plutôt la vie biologique, puisque les Grecs ont deux mots, ça nous arrange. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bio, c'est de zoé. Et il y a des analyses de Hannah Arendt sur la différence, etc. Et je pense que Foucault choisit très sciemment biopolitique, bios, parce qu'en réalité, c'est une nouvelle rationalité de gouvernement politique qui se réfère à la naturalité, mais on reste dans la rationalité de gouvernement qui est une rationalité de gouvernement politique, point 1. Et 2, si on y pense un tout petit peu différemment, on se dit obtenir des prestations productives, non pas seulement des corps individuels, mais de la force de travail de manière générale, c'est quoi ? C'est par exemple faire en sorte que cette force de travail, elle soit au minimum de la santé qui lui permet d'être productive. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour que les joueurs soient plus productifs ? Il ne faut pas qu'ils soient totalement affamés, il ne faut pas qu'ils crèvent sous la tâche. Et c'est le grand thème de la reproduction sociale de la force de travail, qui est un grand thème marxien, mais qu'on trouve chez Foucault aussi, et qui est qu'il faut malgré tout que la force de travail, elle soit au travail au moment où on en a besoin.
Et, oui. et du coup, l'alimentation, la démographie, la sexualité, c'est-à-dire les maladies par exemple, la question du logement, Oui. etc., deviennent des enjeux. Comment est-ce qu'on fait pour, et c'est tout un calcul qui va beaucoup occuper au 19e siècle les gens, comment est-ce qu'on fait pour que le coût de reproduction, c'est-à-dire de permanence en vie de la force de travail, soit le plus bas possible, mais assure malgré tout une force de travail productive? Parce que si on fait crever les gens sous la tâche, si vous me passez l'expression, il n'y a plus de production, il n'y a plus de travail. Donc le paradoxe, c'est que le biopouvoir ou la biopolitique, alors franchement, juste après, on va quand même essayer de définir, dire la distinction entre les deux s'il y en a une, mais le paradoxe, c'est qu'il y a aussi des consciences qui veulent aider socialement des populations en souffrance, Bien sûr. et c'est même sous leur impulsion que se crée le biopouvoir, le souci que les classes les plus pauvres aillent mieux, Oui, mais soient il y a mieux logées, et voire éventuellement qu'elles travaillent un peu moins, histoire de travailler mieux, donc baisse du Bien temps de sûr, et travail. il y a des conquêtes absolument incroyables, mais il y a cette phrase qui est une phrase à la fois provocatrice et réelle qu'il faut prendre au sérieux. Dans Surveiller et punir, il dit les Lumières qui ont découvert les libertés, et c'est vrai, les Lumières ont découvert les libertés, ont aussi inventé les disciplines. Et je pense que c'est pas ou l'une ou l'autre chose. C'est pas contre les Lumières, on va décrire un pouvoir épouvantable qui exploite les gens. C'est un âge complexe, c'est ça l'histoire, c'est ça l'épaisseur de l'histoire et la complexité de l'histoire. Un âge complexe qu'on appelle les Lumières et tout ce qui va derrière, qui effectivement ancre, par exemple, une constitution dans les droits de l'homme, qui fait avancer, on va le dire de manière grossière, qui fait avancer, bien sûr que c'est un progrès. Mais jusqu'à l'État-providence, au Bien fond, sûr. qui est l'exemple même, vous êtes d'accord? Et en même Oui. temps, il y a les disciplines et il y a les biopouvoirs. Donc, Mais vous voyez comment oui. c'est articulé en droit. Et dans les systèmes de pouvoir traditionnels classiques, on ne va pas parler des disciplines, si on reste dans le discours juridique. Hein. On va parler des responsabilités. Mais aussi de droit Oui. droit à la santé, Droit à la droit au santé, logement, mais par dans rapport une à certaine mesure. l'idée de lumière et de dire qu'effectivement c'est une avancée, puisque c'est évident qu'il y a les lumières, il y a les droits, il y a donc une avancée pour l'humanité, mais il y a aussi, dit Foucault, la discipline. Mais pour les juristes qui restent dans la dimension du pouvoir classique, la notion des disciplines, on la comprend mal. Et la notion qu'on va introduire, c'est la responsabilité. C'est-à-dire, si on est libre, on est responsable. Foucault dirait, si on est libre, on est discipliné. Individuelle. Ouais, Voilà. Donc on est responsable, mais il y a tout un aspect alors caritatif, pour parler par exemple d'autres cultures où c'est tellement développé comme les États-Unis d'Amérique. Mais pour nous, l'État-providence, au fond, une forme de soin des populations. Aujourd'hui, on parle du care tout le temps, mais on n'a peut-être pas tout inventé avec cette notion. Et le paradoxe, c'est que alors que même que ça se présente comme progressiste sur le plan social, Foucault nous dit, attention, c'est une nouvelle forme de pouvoir qui s'installe. Alors, on l'appelle biopouvoir. Est-ce que biopolitique, ça veut juste dire, Daniel Bourriaud et Judith Revel, ce que fait le biopouvoir, c'est du biopolitique, ou est-ce qu'il faut distinguer davantage ces deux notions? Qu'est-ce que vous en pensez l'un et Je l'autre? parle sous Oui, le Daniel contrôle de Bourriaud. Judith, mais je crois que donc il y a le biopouvoir qui repose sur deux logiques. Donc la première qui serait la logique des disciplines des corps individuels, et la deuxième logique qui c'est la biopolitique des populations. Donc ici, le pouvoir ne s'adresse plus à des individus, mais à l'ensemble de la population, dans le sens que Judith a expliqué, cet élément naturalisé. Vous voyez? Donc ça serait à la fois un pouvoir qui s'exerce sur les corps individuels, le passage de ces corps individuels, ça serait les corps espèces, qui va devenir biopolitique dès lors que ce pouvoir s'exerce sur la population, avec cette idée des populations qui n'est pas la citoyenneté du pouvoir classique souverain, qui n'est pas la population dans le sens commun, mais qui serait justement cette idée de naturalisation d'une forme d'être ensemble d'une manière qui est plus ou moins homogène ou homogénéisée par un discours de pouvoir. Je dis, oui, je vous en prie, finissez, Daniel. Non, et je dis que justement c'est là qui est intéressant de voir comment la biopolitique gouverne le corps espèce et l'ensemble donc biologique. Et le pouvoir ici apparaît donc dans sa dimension préventive. Et c'est pour cela qu'on parle de l'État-providence, la naissance de la démographie. Il s'agit donc de réguler des processus biologiques. La naissance, la maladie, l'hygiène publique, qui agissent à la fois, et là on le voit bien, sur les corps individuels, le corps espèce et les populations. Mais je crois que ce qui est intéressant de voir, surtout pour moi, et ce qui me semble
fascinant de la pensée de Foucault, c'est que Foucault est un philosophe, un historien, enfin, on ne peut pas les classer, un penseur de la liberté. Plutôt que serait la préoccupation de l'État-providence, ce serait l'égalité ou la solidarité. Alors que je crois que Foucault est surtout préoccupé d'abord par la question de la liberté. Mais c'est bien pourquoi, vous le savez, certains lisent les derniers textes en se demandant s'ils ne préfèrent pas un État minimal, qui n'intervient pas, qui ne fait pas trop de santé publique, n'impose pas trop de normes sur les comportements liés à la santé, pas trop d'État-providence. Et à ce moment-là, la question est de savoir si quelque chose dans le libéralisme ne l'intéressait pas profondément, ce modèle de société où on intervient peu dans la vie des gens. Judith Revel. Oui, non, moi je suis pas du tout d'accord avec cette lecture-là. Mais je suis pas du tout d'accord pour une raison très, très simple, c'est que je pense qu'en particulier dans la seconde partie du cours de 78-79, naissance de la biopolitique, où il envisage deux types parmi d'autres de néolibéralisme, l'ordolibéralisme allemand et le néolibéralisme produit par l'école de Chicago à partir de la fin des années 40 et jusqu'à, en réalité, le début des années 70, c'est-à-dire son époque à lui. Puis le cours est de 78, donc les références sont à Schulz, à Gary Becker, etc., etc. On voit la manière dont les choses se déplacent. Mais je ne sais pas si on aura le temps, mais c'est un autre argument en réalité. Et on voit en particulier la manière dont les choses se déplacent parce que il s'agit plus ou plus seulement, parce que les choses ne se remplacent pas exactement, elles se superposent. Il s'agit plus seulement d'agir sur les corps individuels, les disciplines. Il s'agit plus seulement d'agir sur les populations, les biopouvoirs. Il s'agit désormais, dit Foucault, quand il parle de l'école de Chicago, d'agir sur les comportements. Et c'est pas exactement la même chose. Et donc, c'est par exemple nous empêcher de fumer dans les lieux publics. Vous voyez, ça c'est un comportement au nom d'arguments de santé. C'est sous la forme de l'introduction. Alors, c'est sous la forme de l'interdiction. Moi, je voulais prendre deux exemples, par exemple, actuels, donc non foucaldiens. 5 fruits et légumes par jour. Oui, c'est un bon exemple, ça. Il est évident que 5 fruits et légumes par jour, ça fait du bien à la santé et que manger de la junk food, ça fait du mal à la santé. Donc, bien entendu, l'incitation des politiques publiques, elle est absolument fondée et absolument nécessaire. Foucault ne dit pas que c'est faux. Enfin, il ne dirait pas que c'est faux. Il dirait on a parfaitement raison de déployer des politiques de santé, et tant mieux si elles existent. En même temps, et j'insiste sur ça, la politique, l'analyse politique, c'est pas c'est bien, c'est mal. C'est pas un jugement moral. Alors, quelle est l'analyse ? Alors, l'analyse, c'est à la fois parfaitement fondé et en même temps, du point de vue des coûts sociaux et économiques, on voit ça avec le problème de la sécurité sociale aujourd'hui, ça coûte infiniment moins cher de faire en sorte que les gens soient en bonne santé et mangent 5 fruits et légumes par jour plutôt que de devoir gérer et assumer des maladies cardiovasculaires ou toutes sortes de pathologies qui dépendent en réalité de mauvaises habitudes alimentaires, l'obésité aux États-Unis, etc., etc. Donc ce serait un intérêt pécuniaire ? Non, je pense qu'il ne faut pas jouer les choses l'une contre l'autre. C'est à la fois, je pense que c'est ça qui est compliqué chez Foucault, mais c'est ça qui est passionnant. Oui. C'est à la fois, encore une fois, les Lumières ont à la fois découvert les libertés et inventé les disciplines. C'est l'une et l'autre chose. Et donc, les politiques de santé sont absolument nécessaires et fondées, et en même temps, elles correspondent à un intérêt économique, et il faut le savoir. Exemple plus, j'allais dire pervers, c'est une chose qu'avait souligné Daniel Defer, auquel je tiens à rendre hommage, parce que ça fait un petit peu plus de 2 ans qu'il est mort, 7 février d'il y a 2 ans, fondateur de Aide, et donc et Daniel Borillo pourra en parler mieux que moi, compagnon de Foucault. Et je me souviens que Daniel nous racontait, au tout début des années 90, avant la généralisation des trithérapies, une chose qui s'était passée aux États-Unis, où les assurances de santé sont privées, encore aujourd'hui, mais l'étaient déjà à l'époque. On était bien avant l'Obamacare. Et il n'y avait pas de trithérapie. Les gens mouraient comme des mouches du VIH. Il y avait une culpabilisation massive de quelque chose comme une population au sens foucaldien, c'est-à-dire les homosexuels. Et les gays étaient considérés population sur la base d'un trait considéré comme naturel, qui était leur homosexualité, naturalisée. Voilà. Il s'était passé une chose très symptomatique et qui était, on avait diffusé l'analyse des moyens de transmission du VIH, dont le fait d'avoir plein de partenaires, entre autres, par exemple. Et donc, certaines assurances avaient dit à certains assurés,
Si vous avez des comportements sexuels multipartenaires, alors que vous saviez que c'était une possibilité de contagion, alors vous êtes responsable de votre maladie. Et donc, nous ne paierons pas. Mais c'est pour ça qu'il faut des politiques de santé Et bien publique. sûr, bien sûr. Donc vous pensez, vous, que Foucault considère qu'il y a de bonnes politiques de santé Absolument publique pas. donc- Non, au contraire, c'est à contrario que je donne cet Oui, exemple. Et je le donne pour que chacun soit soigné, et je quel donne... que soit son niveau de revenu, Bien par sûr, exemple. et je donne cet exemple parce que sur la question SIDA, enfin VIH, années 90 aux États-Unis, parce que la dimension est une assurance privée, on se dit mais c'est scandaleux. Ouais. Mais imaginez aujourd'hui, avec le déficit de la sécurité sociale, qu'on soit dans une situation, et je pense qu'on n'est pas si loin que ça, quand on parle de déremboursement de médicaments, etc. Imaginez qu'on dise à quelqu'un, tu manges de la junk food et pas 5 fruits et légumes par jour, Ah oui, je vois c'est ce que ta vous- responsabilité individuelle, il est hors de question que la collectivité paie pour toi. Et je pense que ce qui va contre l'idée d'une lecture individualisante et responsabilisante, c'est-à-dire libérale de Foucault, c'est précisément cela. C'est-à-dire tu es responsable pour ce qui t'arrive parce que ta conduite est une conduite pathologique. Et donc la collectivité ne paiera pas. Et ça, c'est totalement incompatible avec les analyses de Foucault. Donc Foucault ne critique pas toutes les formes de politique de santé publique, mais il met en garde contre quelque chose de pervers qui pourrait se mettre en place à travers certaines d'entre elles. C'est peut-être plutôt cela. Certaines qui seraient très normatives, assurantielles. Je crois, encore une fois, c'est pas bien ou mal. Je pense qu'il Oui. y a un double... Il y a une espèce de... Merleau-Ponty dirait une ambiguïté, mais c'est une bonne ambiguïté. C'est l'une et l'autre chose. Exactement comme le droit Oui. est une expression, le droit positif est une expression, dit-il, de pouvoir disciplinaire. Oui. Et en même temps, il ne s'agit pas de jeter le droit. Je peux vous donner un exemple de l'expérience qu'on a eue avec Daniel Defer et là on voit une évolution qui peut expliquer un peu ce que dit Foucault et concrètement comment ça s'est passé dans une question des politiques publiques. Et nous, on était confrontés donc à la question effectivement de la transmission du virus. Et il y avait ces discours déjà à l'époque. Bon, il y avait à l'époque les discours vraiment du Front National sur On parle du sida, là. Évidemment, d'enfermer les décrets des sidatoriums, d'enfermer les sidaïques. Souvenez-vous, ce type de discours qui était vraiment dans le pire de ce qui étaient les pouvoirs souverains dans son esplendeur. Sauf qu'il n'était pas au pouvoir, donc il n'exprime pas le pouvoir souverain. Évidemment, il n'était pas au pouvoir, mais il y avait ces discours effectivement d'enfermement. Et nous, on était dans une politique de gestion du VIH beaucoup plus libérale. Et on avait adopté la théorie de la responsabilité partagée, qui est une théorie donc juridique allemande, qui considérait qu'il fallait faire en sorte qu'il n'y avait pas une personne qui transmet le VIH, une autre personne qui serait victime de la transmission, mais qu'il fallait faire en sorte que une sorte de présomption de séropositivité. C'est-à-dire que s'il y avait une transmission, tout le monde était responsable de ne pas avoir utilisé un préservatif. Et que donc l'usage du préservatif était aussi bien de la personne qui pouvait éventuellement transmettre ou la personne qui pouvait être victime, entre guillemets, de cette transmission. Cette théorie s'appelait la théorie de la responsabilité partagée. À un moment donné, la Cour de cassation dit « c'est pas comme ça, donc on va faire en sorte que ce qui se passe dans une transmission donc, du VIH, du sida, c'est comme s'il y avait l'empoisonnement. Et donc, on va utiliser la figure pénale donc, de l'empoisonnement, qui ne marchait pas parce qu'effectivement, en pénal, on ne peut pas faire l'analogie. Mais la Cour de cassation va susciter tout un débat et un débat juridique où on a créé un type pénal, qui c'est la transmission de substances nuisibles. Et là, on rompt complètement avec ce qui était notre politique et ce qui avait voulu faire Daniel Defer d'une manière très foucaldienne, c'est-à-dire évidemment qu'il faut utiliser les préservatifs. Évidemment qu'une politique publique fondée sur les préservatifs est très bien. Enfin, Foucault ne va pas contester ça et Daniel Defer encore moins. Mais on ne peut pas donc créer dans un rapport intime et dans un rapport si personnel la situation d'une victimisation parce que l'une des personnes n'aurait pas utilisé, parce qu'une des personnes, sauf s'il y a tromperie, bien évidemment, se serait contaminée. Et donc, on a complètement mis fin à cette politique de la responsabilité partagée au nom d'une politique de la victimisation, de la transmission de substances nuisibles par le droit pénal. Sauf s'il y a tromperie. Sauf s'il y a tromperie, évidemment, parce qu'il y a eu un cas, par exemple, où quelqu'un avait falsifié un certificat de séronégativité. Là, évidemment, il y avait dol. Là, on utilise effectivement le droit pénal puisqu'il y a dol. Mais dans les cas où les gens ne savaient pas, d'ailleurs, on s'était dit, nous, si on va pénaliser les gens par la transmission du VIH, ce qui va produire, c'est que les gens ne voudront pas
connaître son statut Ah oui. sérologique, parce qu'on court le risque de pouvoir se trouver avec une responsabilité pénale pour avoir transmis le VIH. Et donc, vous voyez, donc là, on a effectivement une politique publique, la nécessité d'utiliser un préservatif, et cette nécessité semble vitale, bien plus que 5 fruits et légumes, mais il faut le faire d'une certaine manière, et cette manière qu'on avait trouvée, nous, concrètement, c'était la théorie de la responsabilité partagée. Et là, ça me semble un exemple intéressant de voir comment on peut concilier, parce que Foucault ne va pas dire c'est bien ou c'est mal, évidemment que c'est bien, personne ne veut mourir, mais justement, comment le faire de telle sorte que ce soit la liberté, que ce soit la responsabilité, que ce soit donc un choix du partenaire, et surtout, la manière dans laquelle il essaye de trouver des contre-pouvoirs, il essaye de trouver des résistances au pouvoir. Vous voyez, ces résistances au pouvoir, ce n'est pas dire je vais tout rejeter, mais c'est de dire comment j'arrive à pouvoir prendre en charge une politique publique, mais que ce soit d'une manière qui respecte la vie de chacun. Mmh. Je vous propose qu'on écoute un peu Foucault. Voici encore un extrait de La volonté de savoir, ce premier volume de l'histoire de la sexualité paru en 1976, où il pose un problème qui va beaucoup vous intéresser comme juriste, et je sais que vous y tenez, vous l'avez déjà évoqué au début de l'émission, Daniel Borillo, le problème de la norme par rapport à la loi. Écoutez cet extrait de Michel Foucault. Une autre conséquence de ce développement du biopouvoir, c'est l'importance croissante prise par le jeu de la norme aux dépens du système juridique de la loi. La loi ne peut pas ne pas être armée, et son arme par excellence c'est la mort. À ceux qui la transgressent, elle répond au moins à titre d'ultime recours par cette menace absolue. La loi se réfère toujours au glaive. Mais un pouvoir qui a pour tâche de prendre la vie en charge aura besoin de mécanismes continus, régulateurs et correctifs. Il ne s'agit plus de faire jouer la mort dans le champ de la souveraineté, mais de distribuer le vivant dans un domaine de valeur et d'utilité. Un tel pouvoir a à qualifier, à mesurer, à apprécier, à hiérarchiser, plutôt qu'à se manifester dans son éclat meurtrier. Il n'a pas à tracer la ligne qui sépare des sujets obéissants les ennemis du souverain. Il opère des distributions autour de la norme. Je ne veux pas dire que la loi s'efface ou que les institutions de justice tentent à disparaître, mais que la loi fonctionne toujours davantage comme une norme, et que l'institution judiciaire s'intègre de plus en plus à un continuum d'appareils, médicaux, administratifs, etc., dont les fonctions sont surtout régulatrices. Une société normalisatrice est l'effet historique d'une technologie de pouvoir centrée sur la vie. Par rapport aux sociétés que nous avons connues jusqu'au XVIIIe siècle, nous sommes entrés dans une phase de régression du juridique. Les constitutions écrites dans le monde entier depuis la Révolution française, les codes rédigés et remaniés, toute une activité législative permanente et bruyante ne doivent pas faire illusion. Ce sont là les formes qui rendent acceptable un pouvoir essentiellement normalisateur. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Nous parlons de Michel Foucault dans notre série de cette semaine, et aujourd'hui nous abordons son concept de biopouvoir. Je suis en compagnie de Daniel Borillo et Judith Revel. Judith Revel, un pouvoir normalisateur en termes de conception de ce qu'on doit faire pour être en bonne santé, de ce qu'on ne doit pas faire pour rester en bonne santé. C'est de cela que parle ici Foucault dans le texte qu'on vient d'entendre. Le risque est donc que, même si la norme est juste, justifiée et qu'il est correct d'informer la population à son sujet, le risque c'est de passer à un pouvoir moralisateur, culpabilisant ceux qui n'appliqueraient pas bien la norme. Alors, je pense que le vrai problème, comme toujours chez Foucault, c'est l'usage des mots, et en particulier des mots du sens commun. Parce que norme a un sens très précis chez Foucault. Alors, il faut revenir un petit peu en arrière. Première chose, la règle juridique, dit Foucault, a été historiquement l'expression de la souveraineté.
Mais on n'est plus dans quelque chose qui serait simplement une affirmation de la souveraineté. On est sorti de ce couple État-souveraineté. En tout cas, on n'est plus dans ce registre-là, plus totalement, à partir du XVIIe siècle. Et Foucault dit, à partir du moment où on se met à gouverner les corps individuels, les disciplines, mais aussi les populations, il faut un autre instrument, quelque chose qui soit non pas à la place de la règle juridique, mais qui se surimpose à la règle juridique. La règle juridique, c'est ce qui dit aux individus, tu peux, tu ne peux pas, parce que tu as le droit, tu n'as pas le droit. C'est le licite opposé à l'illicite. Et finalement, on continue à fonctionner sur ce schéma-là aussi, c'est tout le fonctionnement du droit. La norme, c'est un peu différent. Alors, c'est là où ça devient compliqué, c'est que norme, normal, normalisateur, dans le vocabulaire commun, ça désigne toute une série de critères qui disent qu'un comportement est considéré comme socialement acceptable dans une société donnée à un moment donné. Donc il n'est pas normal que je me balade nu dans la rue alors qu'il fait très froid et que je suis en pleine ville à Paris. Et même s'il fait très chaud, comme vous savez. Même s'il fait très chaud. Donc c'est socialement ou pas socialement acceptable. En réalité, l'idée de norme, Foucault va la prendre à son maître, Georges Canguilhem, parce que norme, ça se réfère au normal et au pathologique. Donc, c'est pas seulement ce qui est socialement acceptable, c'est ce qui est normal ou pathologique du point de vue de quoi ? De la santé des comportements. Et ça induit quelque chose qui est totalement nouveau et qui est pour Foucault l'idée qu'un comportement n'est plus seulement répréhensible parce qu'illicite, contraire à la loi, mais qu'un comportement est considéré comme pathologique du point de vue social et politique. Et ça, c'est aussi culpabilisant. Il ne Et bien sûr, mais du coup, c'est plus seulement moral. C'est plus seulement tu t'es mal comporté ou socialement répréhensible parce que ou juridiquement répréhensible. C'est tu es dans quelque chose comme une pathologisation du social et du politique. Et ça, c'est une chose assez intéressante parce qu'on en voit aujourd'hui encore des exemples. Par exemple, moi, j'étais très frappée il y a quelques années par l'utilisation de la catégorie de sauvageons pour des populations, en l'occurrence des jeunes de banlieue, parce qu'on avait l'impression que c'était quelque chose comme une dégradation de l'humanité de ces populations et une pathologisation de leur comportement. Alors, ça peut être des comportements répréhensibles, ça peut être des comportements contraires à la loi, ça peut être des comportements pénalement répréhensibles, mais l'idée d'un ensauvagement, on retourne dans un registre qui est un registre de naturalisation et donc de pathologisation des comportements socialement caractérisés. Et c'est ça qui intéressait Foucault, cette idée de la pathologisation du social. Daniel Borio sur normes et lois, vous le juriste. Oui, c'est très intéressant parce que Foucault, il parle de Kelsen, donc du grand juriste autrichien, puisqu'évidemment, quand on est juriste, on apprend la norme juridique. Et en première année, on étudie Kelsen et on étudie la notion de norme du grec nomon, donc cet instrument qui permet de mesurer la rectitude d'un angle, le équerre, je pense qu'on dit en français. Et donc évidemment, l'équerre, voilà. Donc en fait, en grec, ça renvoie à ça, et en droit, ça renvoie au fait que finalement, la norme en droit, c'est pas du tout la norme foucaldienne, puisque c'est la norme extérieure qui permet de mesurer la capacité à obéir ou ne pas obéir à une règle qui s'impose à l'individu. Alors que, comme a bien expliqué Judith, la notion des normes pour le biopouvoir, c'est pas du tout celle-là. Et en fait, il y avait, je pense, même quand nous on étudie les droits, il y avait ce phénomène. Donc il dit à un moment donné que le droit fait illusion. Et c'est vrai qu'il y avait cette idée de faire illusion, d'imaginer que parce qu'on étudie la norme, parce qu'on étudie cet élément qui permet de comprendre donc le comportement qui serait éventuellement sanctionnable, on comprend les dispositifs du pouvoir qui est derrière la norme, alors qu'on ne voit qu'une toute petite partie. On voit que la partie émergée de l'iceberg. Et en droit, on oublie tout ce qui est pas visible. Et ça passe en fait aussi par la critique qu'il fait de la manière dans laquelle on étudie les droits, on pense le droit par cette dogmatique en fait du discours juridique presque métaphysique. C'est que en fait, il y a cet effet d'illusion, cet effet de puisque on arrive à contrôler ces comportements, donc le fait de pouvoir susciter l'obéissance ou la non-obéissance par rapport à la règle, voilà, on a réglé la question donc du rapport à la norme, alors que c'est pas du tout cela. Et ce qu'on ne voit pas, c'est à quel point le droit est une variable dépendante de la société. Et je crois que c'est ça qui a tellement marqué les études du droit et
entre guillemets, science du droit, c'est de comprendre ce qu'a fait Foucault quand il dit c'est là. C'est-à-dire, pour qu'on puisse comprendre, nous, la norme, il faut sortir de la vision kelsenienne, parce que lui, il les connaît bien, ce qu'il dit Kelsen, il les cite même, pour aller plus loin et pouvoir voir ce qu'il y a derrière cette illusion, c'est-à-dire simplement ce qui apparaît comme une forme, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la forme? Il y a donc un dispositif orthopédique qui est beaucoup plus puissant et qui permet beaucoup plus, qui permet de mieux comprendre la manière dans laquelle on va produire la docilité des corps et l'obéissance des esprits. Notre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité. Nous étions jusqu'à récemment un pays dont c'était la force, sans doute la singularité en Europe, quand on se comparait aux voisins. Et c'est moins vrai depuis quelques années. Et je voudrais insister sur 2 points pour essayer d'améliorer les choses. Après l'allongement du congé paternité, je crois profondément que la mise en place d'un nouveau congé de naissance sera un élément utile dans une telle stratégie. Congé de naissance qui viendra remplacer le congé parental actuel. D'abord, il sera mieux rémunéré, il permettra aux 2 parents d'être auprès de leur enfant pendant 6 mois, s'ils le souhaitent. Et surtout, il sera plus court que le congé parental actuel, qui peut parfois aller jusqu'à 3 ans, et qui éloigne beaucoup de femmes du marché du travail, mais qui aussi crée beaucoup d'angoisse, parce qu'il est extrêmement peu et mal rémunéré, et donc crée des situations parfois impossibles. La natalité baisse aussi, parce que l'infertilité progresse. Et je parle là d'une forme de tabou du siècle. Mais les mœurs se changent, on fait des enfants de plus en plus tard, l'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. C'était la conférence de presse du président de la République Emmanuel Macron le 16 janvier 2024, diffusée en direct sur France 2. Daniel Borillo, a-t-on affaire là à du biopouvoir? Et parce que je crois quand même que la question se pose, est-ce un concept descriptif seulement ou aussi critique? J'ai l'impression que c'est un peu les deux en même temps chez Foucault. Comment l'appliquer dans ces 2 dimensions à ce discours du premier personnage de l'État? Merci beaucoup pour la question qui est très intéressante et qui me renvoie aussi à une autre situation antérieure à ce qu'a dit le président de la République, ce qu'avait dit Le Cornu quand il était ministre de la Défense. Il avait parlé du réarmement militaire et la nécessité en fait de réinstaurer les services militaires. On voit là la coexistence de 2 formes de pouvoir. Donc le pouvoir souverain, donc réarmant la France et investir les corps militaires et l'armée. Et là, tout de suite après, le réarmement, toujours avec un langage militaire, réarmement démographique. Et là, on fait référence au corps, mais au corps vraiment productif d'un point de vue donc de la natalité. Et c'est intéressant parce que jusqu'alors, on avait pensé ces questions plutôt comme simplement des palliatifs à la stérilité, le fait de pouvoir accéder à la procréation médicalement assistée, de pouvoir imaginer des mécanismes. Alors que là, on va envoyer une lettre, si j'ai bien compris, avant l'été, aux gens qui ont 29 ans. Donc, vous voyez déjà là, on a une âge qui est précise, et de dire, mais à cet âge-là, vous êtes déjà en âge de procréer. Et c'est-à-dire que si vous êtes en âge de procréer et que vous ne vous procréez pas, bien évidemment, l'État ne va pas obliger. D'ailleurs, je pense que dans la lettre, ça va être bien explicité que l'État ne va pas du tout vous obliger à procréer. Bah, quand même, mais ouais. que se passe-t-il si vous ne le faites pas? Si vous ne le surtout faites pas, qu'apparemment, oui. le risque d'une moins grande fertilité s'accroît en s'approchant de la trentaine. C'est ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, en s'approchant de la trentaine à 29 ans. Donc, c'est une information, pourrait-on dire. C'est une information. Et à ce moment-là, il y a l'information qui apparaît comme une information qu'on dirait neutre. Évidemment que c'est tout à fait licite que l'État se préoccupe de la natalité. Mais autre chose, c'est de dire qu'après, on va mettre en place un dispositif de normalisation ou de normation, c'est-à-dire que les corps sexués des 30 ans, ce sont des corps fertiles. Et que s'il y a l'infertilité, il faut mettre en place une politique de lutte contre cette infertilité. Mais souvent, la demande des individus, vous le savez bien. Et les individus sont aussi en demande de soins au sens large pour être plus fertiles quand ils ont du mal à avoir des enfants.
Ça dépend des individus, puisque quand les individus, c'était des couples de lesbiennes, jusqu'à la dernière réforme de la loi bioéthique, ne pouvaient pas avoir accès à la procréation, puisque la loi disait que c'était donc le couple hétérosexuel en âge de procréer. Et donc les lesbiennes, ou les couples de femmes ou les femmes seules, devaient aller en Espagne ou en Belgique pour pouvoir procréer. Mais maintenant, Vous voyez que elles le maintenant peuvent. c'est possible. Et maintenant, par exemple, c'est pas possible d'accéder à la gestation pour autrui. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas donc une universalité de l'accès à la revendication légitime de la nécessité de réarmer démographiquement la France. Il faut le faire d'une certaine manière. Et cette certaine manière de le faire, l'a très bien expliqué Judith, c'était une manière qui serait la manière normale. Oui, c'est sûr qu'il y a une pression si la société suit. Si effectivement les gens au-delà de 30 ans qui n'ont même pas de projet d'enfant se faisaient regarder de travers parce que la société entière adhérerait à cette politique publique de stimuler la natalité avec ces mots-là, réarmer la France. Mais bon, il n'est pas sûr que cette mentalité s'implante en France et qu'on ait ce genre de suspicion, c'est jamais certain, mais on n'est pas sûr quand même. Et puis par ailleurs, certains pourraient dire bon bah c'est pas mal que l'État aide à lutter contre les difficultés des gens à avoir des enfants. Mais encore une fois, C'est compliqué, hein. c'est jamais un côté ou l'autre. C'est ça qui est passionnant chez Foucault, c'est que quand on se sert de Foucault, on analyse la complexité. Je pense qu'il a voulu, et vous le disiez très bien, à la fois décrire et critiquer, et c'est l'une et l'autre chose. Donc dans cette histoire, enfin dans la déclaration qui est très, très fascinante, il y a plein de choses à dire. D'abord, on dit les individus, les gens, etc. Moi, j'entends, malgré tout, avant toute chose, les femmes. Et je vais revenir sur ce point. Parce que les femmes, c'est une population, au sens foucaldien du terme. Qu'il s'agit de gérer en ramenant à sa naturalité. Sa naturalité, c'est le fait d'être féconde, c'est le fait d'enfanter. Première chose. Deuxième chose, quand je disais il y a toujours derrière un intérêt économique, ça ne veut pas dire que c'est mal, ça veut dire qu'il faut le savoir. Il est évident que la question démographique était déjà présente dans l'analyse que Foucault faisait du biopouvoir au XIXe siècle. Elle a aujourd'hui un intérêt majeur parce que la question démographique, elle détermine très fondamentalement la question de savoir qui va payer nos retraites. Et on sait tous que la question des retraites, et la pyramide démographique le dit dans tous les pays du premier monde, est une question cruciale. Qui va payer aujourd'hui? Qui va être au travail pour pouvoir faire en sorte que nous ayons des retraites? Voilà. Donc la question démographique et la question du vieillissement de la population, qui est catastrophique dans des pays comme l'Italie, comme le Japon, etc., et qui va nous arriver comme un boomerang, elle est aussi une question économique. Elle est avant tout une question économique. Oui. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aider les gens à avoir recours à la PMA, bien sûr, mais ça veut dire que c'est l'une et l'autre chose. Et puis la dernière chose, c'est que dans ce réarmement démographique auquel il est fait allusion, quand on parle de l'infertilité, les mœurs sont changées, etc., les mœurs sont changées parce que, par exemple, les femmes font des études longues, parce que, par exemple, les femmes travaillent, parce que, par exemple, les femmes rentrant plus tardivement sur le marché du travail parce qu'elles font des études longues par rapport à il y a 30 ans, font des enfants plutôt vers 35 ans que vers 23 ans. Et si elles les font à 23 ans, on sait encore que du point de vue des carrières, c'est souvent plus bien difficile. Sûr. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit aux femmes, faites des enfants plus tôt parce que vous serez moins fertile après 35 ans, c'est vrai. Et en même temps, on leur dit quoi? Vous choisissez entre les études et le fait d'enfanter. Alors, je voudrais revenir sur un mot que j'ai prononcé, qui est une catégorie marxienne, mais qui marche bien avec Foucault et avec cette histoire du biopouvoir, et qui est reproduction sociale. La reproduction sociale, c'est l'ensemble des conditions de possibilité qui font que la force de travail continue à exister en tant que telle le jour d'après, ou la génération d'après. Et les femmes ont été déterminantes dans ce processus, dans l'économie domestique, pour faire en sorte que les travailleurs masculins soient à la tâche. Aujourd'hui, les femmes aussi travaillent. Mais ce que je trouve symptomatique ici, dans cette histoire de réarmement démographique, c'est qu'on les tire à nouveau vers la reproduction physiologique, la génération, alors qu'elles font tout un travail qui est un travail réel de production de la valeur. On les réancre dans le naturel. Et on a le droit d'avoir des enfants. Mais on a aussi le droit d'être autre chose que des génitrices qui enfantent. Merci beaucoup. Évidemment, on pourrait continuer très longtemps. Je suis ravie que ce sujet vous ait permis d'évoquer un point concret où la notion foucaldienne de biopouvoir s'applique dans toute sa complexité que vous avez soulignée. Voici maintenant la chronique du jeudi qui s'intitule Le fil philo, proposée en ce moment par Laurence de Villers, qui aujourd'hui vous apprend à vous imposer avec Machiavel.